Si vous êtes à la recherche d'un nouveau Mac, il est certain que vous n'êtes pas passé à côté de l'info. Apple a abandonné les processeurs Intel pour ses propres puces maison Apple Silicon. Voyez un peu ces puces comme des puces pour iPhone, mais réarrangées pour fonctionner sur Mac. Et là, en l'occurrence, dans ce nouveau Mac mini, mais aussi dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro, on a la toute nouvelle puce Apple M1 avec 4 cœurs haute performance pour les tâches gourmandes et 4 cœurs haute efficacité énergétique pour les tâches plus simples du quotidien, ce qui sera notamment pratique pour économiser de la batterie sur les MacBooks. Le truc, c'est qu'on a vu les performances impressionnantes des iPhones et surtout des iPad Pro et on s'est toujours demandé ce que ça donnerait sur des Macs. Aujourd'hui, c'est chose faite et je peux vous le dire en toute sincérité, j'ai été bluffé par les performances de ce Mac mini. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai pour habitude de tester des PC chers avec des composants puissants et gourmands en énergie pour répondre à mes besoins. Quand je teste un PC ou un Mac, les prix flirtent facilement avec les 3000, 4000 euros puisque plus on monte dans les prix, plus on a un processeur puissant, plus on a une carte graphique puissante, plus on a de stockage, plus on a de RAM, etc. Là, j'ai voulu tester le Mac le moins cher qu'Apple proposait pour voir si déjà un produit comme ça était utilisable, parce que c'est bête, mais il aurait pu avoir tellement de trucs qui auraient pu mal se passer avec cette nouvelle architecture ARM, et puis aussi pour voir s'il pouvait supporter mon workflow de créateur de contenu, donc des retouches photos sur Lightroom pour Instagram, des créations sur Photoshop, du montage 4K pour mes vidéos YouTube, comme celle que vous êtes en train de regarder là, je l'ai montée sur le Mac mini. Au final, des tâches pour lesquelles nous, créateurs de contenu, n'hésitons pas à mettre le prix dans nos machines, puisque ce sont nos outils de travail, et elles nous permettent de gagner de l'argent. Et le résultat de tout ça, après plusieurs semaines d'utilisation, plusieurs vidéos montées, plusieurs créations créées, c'est qu'Apple a réussi à faire quelque chose d'assez incroyable qu'on pourrait presque qualifier de révolution dans l'univers du PC. Ce sont des mots très forts, j'en suis conscient, mais j'ai jamais été aussi surpris et stupéfait par une machine qui est aussi peu chère, qui utilise une puce de première génération et entrée de gamme, qui fait tourner des logiciels qui sont construits pour une toute autre architecture, et tout ça de manière relativement transparente. Et ça, c'est le premier challenge dont Apple a dû faire face. Faire en sorte que des logiciels initialement créés pour tourner sur des PC avec l'architecture x86 d'Intel tournent désormais sur les nouveaux Mac avec des puces ARM, donc une architecture complètement différente et le tout de manière transparente pour l'utilisateur. Dit comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un gros challenge. C'est un gros challenge parce que concrètement, c'est demander à l'ordinateur de suivre des instructions qui sont écrites dans une langue complètement différente. Imaginez qu'on vous demande en allemand de mettre une bouteille d'eau sur la tête du voisin du palier d'en face. Stellt eine Flasche Wasser auf den Kopf des Nachbarn auf der gegenüberliegenden Landung. Vous n'avez rien compris, moi non plus, et il nous faudrait un traducteur pour comprendre ces instructions. Eh bien, c'est la même chose pour ces Mac M1 d'essayer de faire tourner des logiciels x86 sur leur architecture ARM. Du coup, pour faire face à ce problème, Apple a créé son traducteur, Rosetta 2, qui va en fait traduire les instructions x86 en instructions ARM pour qu'elles soient comprises par ces nouveaux Mac. En d'autres mots, Rosetta 2 permet de faire tourner tous les logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser pour que vous ne sentiez aucune différence entre les anciens Mac Intel et les nouveaux Mac M1. Ce qui est cool, c'est que ça fonctionne en arrière-plan, ça s'activera la toute première fois que vous voudrez utiliser une application Intel et vous n'aurez plus jamais à interagir avec. Ça, c'est la solution court terme en attendant que les développeurs créent des versions Apple Silicon de leur logiciel pour qu'ils tournent à leur plein potentiel. Et si je dis plein potentiel, c'est parce que tous les logiciels que j'ai utilisés pour le moment tournent dans la plupart des cas tout aussi bien et même dans certains cas mieux que sur les versions Intel grâce à la puissance de la puce Apple M1. Ça, c'est la deuxième chose fondamentale à savoir. L'Apple M1 permet de profiter de performances vraiment élevées pour ce qui est, je le rappelle, une puce entrée de gamme et de première génération et qui fait tourner des logiciels pour la plupart non natifs et non optimisés pour cette architecture. Vous avez tous vu les benchmarks sur internet. Par rapport au modèle entrée de gamme Intel, on parle de performances 3 fois supérieures sur Xcode, 16 fois supérieures sur Pixelmator Pro ou encore 7 fois supérieures sur Lightroom. 7 fois. Et puis pour un logiciel comme Premiere Pro que j'utilise au quotidien, n'en parlons pas, faire du montage 4K sérieux sur un Mac mini entrée de gamme Intel était tout simplement inenvisageable. En vrai, c'est surtout ça qui m'a marqué. Je monte sur Premiere Pro, un logiciel qui est réputé pour ne pas être du tout optimisé pour les Mac, même avec une puce Intel. Là, il tourne en émulation à travers Rosetta 2. Vraiment, on est dans les pires conditions possibles. Et pourtant, non seulement le logiciel tourne normalement, donc pas de bug ni quoi que ce soit, mais surtout j'ai pu faire plusieurs vidéos 4K avec plusieurs calques, de la colo, de la musique et des effets, tout ça dans un silence totalement complet. En fait, ce qui est même plutôt drôle, c'est que durant tout le long de cette vidéo, il y avait une vidéo qui était en train d'exporter
et vous avez rien entendu. Ce sont des performances assez impressionnantes qu'on ne pouvait tout simplement pas imaginer il y a un mois sur des Mac entrée de gamme avec des puces Intel, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas la première fois qu'on voit un PC doté d'une puce ARM. D'ailleurs, dernièrement, on a vu Microsoft se prêter à l'exercice avec son Surface Pro X, et ni les performances, ni la compatibilité des logiciels étaient au rendez-vous. Ici, Apple dépasse très largement nos attentes. Perso, j'avais des attentes vraiment très basses et j'espérais vraiment au mieux du mieux que ça tourne tout aussi bien que sur les versions Intel équivalentes. Mais là, les performances sont largement supérieures. Mes collègues m'ont fait savoir que l'autonomie est bien supérieure sur les MacBook M1 par rapport aux MacBook Intel, notamment grâce à la meilleure efficacité énergétique. Et au final, pour nous, consommateurs, c'est juste une excellente nouvelle pour notre porte-monnaie puisque pour le même prix, on a largement mieux. Je pense qu'il est rare qu'un produit de première génération fonctionne aussi bien et surpasse les attentes de tout un tas de gens qui font autant de métiers aussi différents. Les journalistes, les youtubeurs testeurs, d'autres créateurs de contenu comme des graphistes par exemple, les développeurs, vous qui m'avez envoyé vos retours après vos achats. Et c'est vrai qu'on dirait que dans cette vidéo, j'ai passé mon temps à uniquement donner des points positifs à ces nouveaux Mac M1, mais je vous assure que si vous étiez à la recherche d'un Mac entrée de gamme, donc un Mac mini, un MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces entrée de gamme, que vous saviez dans quoi vous alliez vous embarquer avec les problèmes de chauffe, de ventilo, les faibles performances, etc. avec la version Intel, bah là, avec ces Mac M1, vous aurez une machine qui surpassera largement ce que vous attendiez. Pour tempérer un petit peu mes propos, voici quelques points négatifs que j'ai pu rencontrer. Il arrivait plutôt souvent que le port Thunderbolt 3 ne reconnaisse pas mon écran quand je passais de ma console au Mac mini, du coup j'étais obligé de débrancher le câble et de le rebrancher pour que l'image s'affiche. Faites attention au stockage et à la RAM quand vous faites votre configuration. Je vous conseille au moins 512 Go de stockage et du stockage externe, je vous mets un lien dans la description. Et puis si vous pouvez prendre 16 Go de RAM, bah allez-y, notamment pour le montage vidéo. Car oui, on peut faire du montage 4K, mais plus on met d'effets, plus on met de colo, plus on met de calque, etc. bah plus c'est stressant pour la machine, du coup ça peut un petit peu ralentir, et avoir de la RAM en plus, ça peut toujours aider. Comme on est sur une puce mobile entre guillemets, on peut lancer des applications d'iPhone et d'iPad sur son Mac, mais pour le moment, ça reste très limité. Et puis surtout, je le répète car c'est pas une évidence, ce sont des Mac entrée de gamme qui s'adressent à une utilisation entrée de gamme malgré leur puissance. Et je vais d'ailleurs finir sur ça. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des machines surpuissantes, attendez. Là, on est sur une première génération, c'est la base de ce qu'Apple sait faire, mais il y aura des puces plus puissantes pour des machines plus puissantes comme un MacBook Pro 16 pouces, comme un iMac 27 pouces, un iMac Pro. Et quand on voit ces résultats avec cet Apple M1 entrée de gamme, bah on peut qu'être qu'optimiste pour la suite. Donc ce que je conseille à ceux qui veulent des machines surpuissantes, c'est d'attendre 6 mois, peut-être 1 an pour une Apple M1X, M2, peu importe son nom. Et puis pour les autres qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, étaient prêts à s'acheter un Mac Intel entrée de gamme cette année, bah ces Mac M1, ils sont faits pour vous. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. Ouais, j'ai retiré la PS5, tu vois, j'ai laissé Mac mini comme ça. J'ai retiré la Xbox aussi. On est comme ça ici.